par les divers acteurs de notre société. Et vous, d'où que vous nous écoutiez, vous pouvez participer à cette émission en faisant le plus de 124 657 39 13 13. Et puis vous nous envoyez votre message à Issa Toussané, le rendra sur nos antennes. Et puis pour ceux qui sont sur X, vous pouvez faire le hashtag espace GG. C'est un autre canal par lequel justement vous pouvez nous écrire. L'indication est affichée au bas droit de votre petit écran. Soyez donc avec nous sur le cours de cette émission. Sur ce premier sujet, nous l'avons évoqué hier, tout empreint d'émotion justement. Monsieur Ibrahima Khalil Diallo était avec nous, lui qui est natif de Kindia justement, et qui a hérité de ses pères des domaines, donc plusieurs domaines justement. Il y a réalisé avec toute sa fratrie des installations, notamment agricoles. Tout est malheureusement parti en fumée dans une affaire qui implique l'ONG, ou si vous voulez, le regroupement L'Abbé Sangny. On y revient ce matin, si tout va bien. L'autre camp sera également entendu. Et puis, à Kakoni, nous vous disions, c'est dans Gawal. Rien ne va plus entre la jeunesse, donc de la société civile, et monsieur le maire. Il lui est reproché justement de se mettre de connivence avec des acteurs économiques du bois pour accélérer la déforestation et donc affecter gravement, dangereusement l'environnement dans la préfecture du ministre Ousmane Gawal Diallo. Pour en parler ce matin, nous aurons le président de l'association des jeunes et amis de Kakoni, c'est bien Mamadou Aliou Diallo. Il sera au bout du fil avec nous, et à sa suite, nous aurons le maire qui est à l'index là-bas du côté de Kakoni justement, le maire Alpha Ousmane Diallo, maire de Kakoni. C'est devenu la coutume de tous les matins. Il faut que EDG nous joue ses tours. Et donc, ce sujet-là, eh bien, un tout petit sujet politique, justement, font le menu de ce matin. Avec Mohamed Ali Condé qui est avec nous. Bonjour Mohamed Ali. Bonjour Tamba, bonjour à tous qui nous écoutent en ce moment. J'aimerais profiter avant que tu ne passes pour attirer l'attention sur un fait à la CRIEF. Je ne sais pas s'il faut en rire ou pleurer, mais hier au cours du procès, c'est le responsable, le directeur général chargé des infrastructures, des équipements, etc. du ministère de la Santé, donc un département public, qui avoue publiquement, donc reconnaît avoir été coupable de détournement d'équipements des équipements qui sont destinés justement à un centre social et humanitaire géré par une ONG dans une localité de Lola. D'accord. Je ne sais pas s'il faut encore une fois en rire ou pleurer, parce que c'est la preuve que effectivement il y a des équipements qui arrivent, il y a des dons, il y a des achats d'équipements. Dans le secteur public, nos départements achètent pour les différentes localités, notamment à l'intérieur du pays, et que ce sont des agents publics qui les détournent à leur propre fin. Il y avait déjà une autre preuve. Il y avait déjà une autre preuve. Il dit qu'il a été filé. La preuve, la voici. On achète un équipement, tout le monde le voit, et demain on ne le voit plus. Ça a disparu. C'est forcément des agents publics qui... Non, mais vous savez, jusque-là, on était dans est-ce qu'ils l'ont fait, parce que généralement, tous ceux qui passent devant la CRIEF ne le reconnaissent pas. Donc, on reste dans le doute. Peut-être qu'il n'est pas coupable, peut-être qu'il a été accusé, etc. Mais celui-ci vient d'avouer avoir effectivement, si vous voyez le lot de matériel, c'est plus de 26 articles listés qu'il a détourné finalement, puisqu'il l'a avoué, et qui n'arrive pas pour ses citoyens, pour ses habitants de cette localité du côté de Lola. C'est encore plus sidérant lorsque j'entends ses motivations. Eh ben, il dit qu'il est payé, malgré qu'il soit directeur général des infrastructures au ministère de la Santé. Eh ben, il dit qu'il est payé à 3 500 000 francs. Mais regardez ce qu'il dit. L'être humain a besoin de changements quantitatif et qualitatif. L'être humain a besoin a des ambitions. Donc lui, il a besoin de changements quantitatifs et qualitatifs. Et il a des ambitions. Il voulait ouvrir une clinique. D'accord. Une clinique privée. Son ambition, il a dit, c'était d'ouvrir une clinique privée. Mais puisqu'il est payé à 3 500 000 francs en tant que directeur, et c'est lui seul qui est habilité à signer tous les bons de sortie des équipements du ministère de la Santé, ben, il signe un bon et puis il sort les équipements destinés à une localité par une ONG. Et il
envoie ça pour la création de sa clinique privée. Privée où il va faire payer des citoyens justement pour ses prestations. L'argent va aller dans ses poches et sa famille va vivre de ça. Il en sera fier, il va même en distribuer. S'il est musulman, il donnera même un peu dans les mosquées, on va lui faire des doigts, et énormément de doigts, il va aller à la Mecque avec ça. Il est très fier. Voilà ce qui se passe. Et encore une fois, je ne sais pas s'il faut en rire ou pleurer. Mais j'étais quand même sidéré. Tu sais pourquoi, tu sais pourquoi je souriais en te regardant? Tu souris pas plus tard que 2 jours, je reçois cette information. C'est-à-dire que de première main, quoi. Le monsieur me dit, mais votre ministre là, on lui a confié la gestion des fonds des migrants retournés. Il devait donner 13 millions à chaque migrant. Certains n'ont reçu que 1 million. Et quand ils ont fait du bruit, voilà, lui il est blacklisté hein, avec aujourd'hui il est ministre, il gère bien. Et désormais il a accès à plus de ressources. Son ONG est blacklisté, mais bon, il est quand même ministre. Vous connaissez qui c'est. Dja, bonjour. Tel Aviv. Oui, bonjour. C'est plusieurs milliards. Hein. Bonjour, c'est le ministre Israël Bamboko. J'ai suivi ton regard et je l'ai vu. Je sais qui c'est. Oui, c'est lui. Ah, je sais que tu sais. C'était mon ami. Non, mais on a fini par le blacklister son ONG, sauf que son ONG a eu point de... Tu parles de AG? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu parles pas de AG? Pas du tout. D'accord. Ici, là, nous, on est normaux. On t'a parlé d'Israël et de la Palestine. Israël m'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu cherches et puis, encore? tu ramènes quoi Non, je demande l'ONG, parce qu'il a dit... Bonjour, Tamba. Bonjour, c'est lui qui a reçu Bonjour. l'info, il ne veut pas en dire plus. C'est mon devoir de le Mohamed Ali, est-ce que c'est Agile? Daouda Mohamed Kamara, bonjour. C'est Agile ou c'est pas Agile? J'avais répondu. J'avais déjà répondu. Bonjour Tamba, bonjour à mais tous. ton info alors n'est pas très Agile. Peut-être que c'est la prononciation, ça peut être le banco argile. Donc je crois qu'il faut... il a déjà compris. Allons-y avec d'autres thématiques. Diba Milimuno, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. C'est pas mon gars, hein? Mais laisse-nous parler. Non mais lui, je reviendrai dessus. Lui, ça m'a fait tellement mal que je reviendrai dessus. J'attends juste de boucler le truc avec les éléments. Je reviendrai dessus et je le présenterai. Au numéro de lundi, tu n'animeras pas le lundi. Non, tu seras de l'autre côté pour dès que je suis prêt, je n'animerai pas, je viendrai. Non, tu es prévenu. Tu es prévenu. Lundi. Et il n'est pas seul par ailleurs. Il n'est pas seul par ailleurs. Et c'est terrible. Quand on te décrit ce qui s'est passé, des rapports tout en forme, des justifs, tout est équilibré. Et comment on se rend compte? C'est seulement quand les jeunes viennent dire mais allô, mais attendez. Mais tu as des sociétés. On n'a rien eu. Mais tu as... Qu'est-ce qui se passe? Bah, je vous reviendrai. Oui, mais tu as vous reviendrai dessus. Bonjour, Mohamed Mara, bonjour. Oui, je suis déjà là. Mais je te disais que tu as néanmoins des ministres, quoique ayant prêté serment, et de rendre notamment leurs actions dans les sociétés et tout, pendant qu'ils étaient ministres, ils ont pris des participations ici dans des sociétés, par exemple, de fourniture d'Internet et qui sont dans les nouvelles technologies. Tu as des directeurs généraux d'instances de régulation qui ont pris des participations. Non. Ça, c'est flagrant. Non, écoute, voilà. On est dans un registre particulier. Ouais. Le registre des indigènes. Ouais. Enfin, c'est ce qu'on dit de l'indigence, pardon, j'ai envie de dire. Et vous connaissez la maxime biblique, infidèle en peu de choses, infidèle en de plus grandes. Oui. Mais alors qu'on ne gère qu'une ONG, maintenant on est ministre avec plus de ressources. Mais dans le imaginez le mal qu'on est capable de faire. On va avancer. On reviendra aussi à toucher aussi des... Permets-moi, des gens qui ont détourné 5 milliards, ils sont ministres. On va donc avec vous, mon cher Jacques, c'est cette convergence des acteurs politiques dans une déclaration assez claire. Hein. Au-delà du 31 décembre 2024, ces acteurs politiques affirment très clairement qu'ils ne reconnaîtraient plus aucune autorité en ce CNRD, donc issu du 5 septembre. Alors, la convergence des acteurs sociopolitiques, c'est quoi en réalité? C'est un regroupement d'acteurs de la société civile et de quelques formations politiques qui ont participé, ce ne sont pas tous, hein, mais en tout cas une partie de ceux qui ont participé
au dialogue politique et qui ont même été membres des commissions qui ont été mises en place pour observer la mise en œuvre des différentes recommandations. Donc, il y avait, je sais pas, 36 résolutions qui avaient été actées au terme de ces rencontres présidées par les trois dames, Makale Aïchaba et puis Madame Joséphine. Alors, au terme de ces rencontres, donc, on les a fait venir dans les commissions pour pouvoir travailler. Sauf qu'au bout de quelques temps, ils ont constaté que tout était bloqué au niveau du ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation. L'ancien ministre, donc, décidait seul de ce qu'il fallait faire et de quand il fallait le faire, de comment il fallait le faire. Alors, ils ont commencé à critiquer, notamment, ils ont demandé la mise en œuvre, non, la nomination, je crois, du coordinateur du PNRAVEC. PNRAVEC, c'est le programme du recensement administratif à vocation d'état civil. Il semble qu'un coordinateur devrait être nommé. Ce n'est pas il semble, c'est ce qui a été décidé au terme du dialogue. Et puis, ce coordinateur devrait présider toutes les activités ici à Conakry, mais également à l'intérieur du pays. Ce qui va se passer, c'est que le coordinateur ne va pas être nommé et les jours qui vont suivre, c'est les dames qui vont présenter tout simplement leur démission, mais à des peines, à la façon la plus voilée possible, en disant tout simplement, bon, nous avons fait ce que nous devrions faire, désormais il revient au ministre de l'administration du territoire de conduire le reste. Ce qui se passe, c'est que les gens-là, donc, de la convergence, avaient une proximité avec Bahouri. Et Bahouri, depuis un moment, avant sa nomination, avait une position assez claire par rapport à la transition. Je ne sais pas s'il s'était montré réaliste ou alors complice du CNRD. Ça dépend de quel côté on se trouve. En tout cas, si on se trouve du côté du CNRD ou alors de l'observateur neutre, mais qui voit la réalité en face, on pourrait dire, bon, Bahouri a été réaliste pour réaliser qu'on ne peut pas terminer avec tout ce qui a été prévu dans le chronogramme, comment on appelle ça, le chronogramme convenu avec la CEDEAO avant donc 2025. Disons d'ici décembre 2024. Donc là, on est réaliste. Sauf que si on est de l'autre côté, on va se dire, mais on a eu tout le temps. Si on n'a pas pu mener les activités essentielles, ce n'est pas de la responsabilité des acteurs politiques. Ce n'est même pas de la responsabilité de ceux qui n'ont pas accepté de participer à ce dialogue. Eux, ils n'ont pas accepté, mais voyez ce qui va se passer. Que ce soit l'ANAD ou l'ORPG Arc-en-Ciel, ils n'ont pas accepté le chronogramme avec la CEDEAO, ils n'ont pas non plus accepté le dialogue, mais ils se battaient maintenant beaucoup plus que les conclusions de ce dialogue soient respectées. Vous vous rendez compte? L'ANAD qui se bat pour que les conclusions du dialogue soient respectées. Même s'ils n'ont pas participé. Un dialogue que l'on a rejeté de bout en bout. En gros, on dit on est devant le fait accompli, on accepte. Mais même devant ça, le CNRD n'a pas été en mesure quand même avec son gouvernement de dérouler ses propres activités planifiées par lui-même. Donc en ce moment, et puis il n'y a pas eu de contingence, en tout cas provenant de ces acteurs politiques qui expliquent ce retard. Et puis autre chose, lorsque vous réalisez que vous êtes en retard, vous ne restez pas dans votre camp pour dire voilà ici ce qu'on va faire. Vous appelez quand même les gens, vos partenaires, pour leur dire nous avons rencontré telle ou telle autre difficulté et pour cette raison, nous ne serons plus en mesure de respecter le calendrier. Mais on ne dit rien. Et ça, c'est quelqu'un qui était acteur politique comme tout le monde et qui avait donné déjà son point de vue, qui dit il faut accepter qu'on aille au-delà du calendrier préalablement défini et qui, une fois Premier ministre, là, c'est en tant qu'autorité désormais qu'il parle. Ce n'est plus le président de l'UDRG. C'est le Premier ministre de la Guinée qui dit on ira au-delà de 2024. Donc ces acteurs disent en gros qu'au-delà de décembre 2024, ils ne reconnaissent plus les autorités qui sont là. Bon, si on voit leur poids politique, on va dire bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si vous voulez, c'est un plus déjà à ce qui est dit d'une autre façon par l'ANAD, le RPG, à qui on ne peut pas nier la légitimité dans leur formation politique et même la représentativité au plan national. Ce qui veut donc dire que le CNRD perd ainsi des alliés importants.
C'est-à-dire, au point de vue représentativité, ils ne représentent pas grand-chose. Hein. Je connais des acteurs politiques qui sont là-bas, les acteurs sociaux, ce ne sont pas des gens qui ont ils constituaient quand même la Libye. Mais c'était la Libye, parce qu'on disait on a des gens quand même qui sont des partis politiques, qui sont des ONG, et qui disent qui nous comprennent, et qui comprennent nos problèmes, qui comprennent la refondation, qui comprennent notre bataille pour la rectification institutionnelle. Mais ce sont ces gens-là qui disent aujourd'hui, on ne comprend plus. Donc au-delà de décembre, on n'est plus d'accord avec ce qui va se passer. Il faut donc rediscuter peut-être, ou alors on ne reconnaîtrait plus. Donc si on ne reconnaît plus les autorités qui sont là, il va falloir peut-être trouver de nouvelles autorités pour pouvoir conduire le reste. Donc je crois qu'on est à ce stade-là aujourd'hui. J'ai dit tout simplement à Bahouri, il vient de là. Il ne faut pas qu'on, si vous voulez, au soir de sa carrière, qu'il fasse tout ce qui a été contraire ou bien qui est contraire au principe qu'il a défendu pendant combien bientôt 4 décennies. Ouais. Très bien. Je pense que Diadia, c'est plutôt avec vous cette fois. Est-ce que ce souci, parce que les choses ont assez traînassé, je pose la question, est-ce que finalement la raison n'est pas dans la texture même du comité de suivi? Parce que les principaux éléments de ce comité de suivi sont logés au ministère de l'administration du territoire, qui est lui-même l'acteur principal de la mise en œuvre de cette activité en lien avec les élections, le recensement à caractère administratif et plus tard celui électoral. Et vous avez vu le ministre qui était, comment cela se passait entre lui et les différents acteurs politiques. Pratiquement, les gens ne se sentaient pas écoutés et le ministre, je pense qu'il regardait les gens plutôt de haut. Il regardait les gens plutôt de haut et je pense que c'est tout à fait bien qu'il ait changé de département parce que je me dis que le ministère de l'administration du territoire, c'est quelqu'un vraiment qui sait être fair play, qui a du leadership, qui a du caractère, qui sait manager les gens. À la fois ferme et très flexible. Très flexible, qui sait gérer les sensibilités. L'agilité. L'agilité, parce que sinon, je me dis que c'est une façon de croiser le fer agilité. Je ne sais pas pourquoi agile se retrouve dans ce que moi je suis en train de dire. C'est l'agilité, l'agilité. C'est pas agile. Il est agile. Quand je dis que Tamba est agile, c'est quelque chose. Mais l'agilité, je préfère. Continue. Pour ce matin en tout cas. Donc je me dis qu'il faut quelqu'un vraiment qui sait parler aux gens, qui a le sens de l'écoute, qui sait manager. Parce que c'est ce qui a fait que la situation, je pense qu'à un moment donné, pour ceux qui ont eu en tout cas la volonté d'aller au dialogue, ils n'avaient pas de retour finalement. Ils se sentaient perdus, il n'y avait pas de rapport, ils faisaient des recommandations, ils n'avaient aucun retour par rapport aux différentes avancées. Et je pense qu'une telle sortie n'augure pas quelque chose n'augure pas de lendemain meilleur. En fait, après, comment on appelle, après 2024, fin 2024, je pense que s'il y a un souci, on va revenir. Justement, à cause de cette nécessité technique, nous allons marquer cette pause. De votre côté, continuez à réagir à cette émission. Comme on vous l'a dit, Aïssa Toussané sera avec nous. N'oubliez pas, c'est le +224 657 39 13 13 ou tout simplement #espace GG suivi de votre message si vous êtes sur X. À tout à l'heure. Et nous sommes de retour justement avec vous, Moussa Hierro. Vous étiez sur cet élan de la nécessité d'allier agilité et, je sais pas moi, justement. Fermeté et tout à ce département, en fait, ne pas avoir de parti pris forcément. Je sais que c'est difficile quand on travaille pour un gouvernement, mais je pense que ce département a besoin de ce genre de personnes. C'est ce qui a fait que la situation s'est corsée. Finalement, de participer au dialogue, il y en a qui ont regretté. Peut-être qu'ils ne voulaient pas croiser le fer avec les autorités actuelles, mais il y a eu des plaintes que nous avons pu couvrir à un moment donné au niveau de la rédaction. Ils disent qu'ils ont fait des recommandations, mais ils n'ont pas de retour et ils ne voient pas clair dans le déroulement du chronogramme de la transition. Je pense que, je le disais tout à l'heure, une telle sortie n'augure pas de lendemain meilleur parce que j'imagine, même si on sait que le CNRD est ferme par rapport à toute forme de... Est-ce que on peut parler de fermeté par rapport à toute forme de protestation, par rapport à tout ce qui peut aller à l'encontre de ce qu'ils veulent dérouler pendant cette transition? Mais je me demande ce que sera 2025. En fait, si réellement on n'arrive pas à dérouler tout ce qu'il faut. Parce que le nœud de la chose, c'est quoi? C'est l'organisation de l'élection présidentielle. Mais
il n'y a rien qui nous dise aujourd'hui que même dans le premier semestre de 2025, il y aura ces élections-là. Parce que rien ne nous envoie vers ça. Rien ne mène à ça. Et c'est là la difficulté. Est-ce que d'ici là, ce que ces acteurs disent là, peut être vraiment mis en œuvre? Est-ce que les acteurs s'entendront, les acteurs politiques, sociaux? Parce que vous voyez ce qu'on vit aujourd'hui. La difficulté, c'est que personne ne peut bouger le petit doigt. Aucun acteur politique, aucun acteur social, pratiquement, il y a une sorte d'épée de Damoclès sur la tête qui pèse sur la tête de tout le monde. Et j'espère que la situation pourra se dénouer. Il y a une nouvelle personne qui arrive à la tête du département de l'administration du territoire. On ne sait pas. Il faut qu'il parle avec ses collaborateurs. Qui ne parle pas. Parce que là-bas, il faut parler. Ouais. Pourquoi il sera obligé de parler? Parce que c'est la maison du dialogue. Il faudra dialoguer avec les gens, avec les différents acteurs. Mais s'il ne parle pas, qu'il donne au moins la possibilité à certains cadres du département, au secrétaire général, par exemple, de piloter quelque chose allant dans le sens de mettre les gens ensemble, de communiquer, de faire en sorte que les gens aient de la lisibilité sur le déroulement du chronogramme de la transition. Sinon, je vous dis, en 2024, fin 2024, ça risque d'être chaud en Guinée. Ça risque d'être chaud. Mohamed Ali, il y a comme on dit, il y a la nature du management que Moussa Hero évoquait tout à l'heure. Ce qui m'embête un peu, c'est pas moi, la décision, cette posture qui consiste à pas aller vers les acteurs politiques, à rester dans son chez-soi et à décider de la tournure que devra prendre la transition sans des acteurs majeurs, même en dépit des recommandations des facilitatrices. J'ai encore à l'esprit l'appel de Dame Dr Makale au président de la République lui-même sur la nécessité de s'ouvrir aux autres acteurs. Ce que je pense, c'est qu'après 2024, ils ne reconnaîtront pas le gouvernement. J'ai envie de dire et après. Et après, il va se passer quoi? Parce qu'à mon entendement, on fera même 2025, comme on le dit, Harisiseta ou Lakilikuna. La stratégie est pensée, la stratégie est assumée. En fait, la stratégie est su. La stratégie est assumée, comme je le disais, par le CNRD. C'est clair ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne négocient pas sur ce qu'ils ont. Ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont déjà la durée de leur transition. Ils savent à quel moment, s'ils veulent rentrer le pouvoir, ils rentreront le pouvoir. Aucun acteur politique ne pourra les faire fléchir. Ils l'ont assumé. Et ils se donnent tous les moyens pour rester dans cette logique. Remarquez depuis le début. Ce n'est pas qu'ils refusent le dialogue. Mais ils veulent fixer le cap du dialogue qui va s'effectuer. Ils veulent qu'on dialogue à leur manière. C'est-à-dire, les militaires, quand vous vous battez, avant d'aller dialoguer... Mais il avait réussi. Il l'avait réussi. Il n'a pas réussi. Tu as bien entendu ce que Jacques disait. Les principaux leaders politiques n'ont pas participé au dialogue, mais ils se sont mis dans la logique des conclusions de ce dialogue. Parce que c'est ce dialogue-là qu'ils ont voulu. C'est que ceux-là sont en train de demander aujourd'hui. Non, pas fondamentalement. Ici, ils ne sont pas mis. Ils étaient contre. N'oubliez pas que ces acteurs politiques ils étaient d'accord avec le calendrier finalement. Ils étaient devant le fait accompli. Ils étaient d'accord avec le calendrier. Donc, je suis en train de dire que ceux qui demandent la fin de la transition en 2024, c'est ce que les autres ont demandé bien avant même 2024. Et puis ces acteurs politiques, Tamba, quand vous vous comportez en serviette, eh bien on se torche avec vous, après on vous aide. C'est ce qui est en train de se passer. Ils se sont comportés de cette manière. Ils ont accompagné le régime. Et ceux qui sont en train de menacer aujourd'hui, on les a écoutés dans des interviews. Ils nous ont dit, peut-être qu'on pourra aller au-delà de 2024, mais il faut qu'on discute des modalités. Il n'y a pas très longtemps... mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Dans cette déclaration, d'ailleurs, ils disent qu'il n'y aura pas de glissement. Non, ils le disent très clairement, il n'y aura pas de glissement. Ils rejettent le glissement. Est-ce que c'est réaliste de dire qu'il n'y aura pas de glissement? J'en viendrai sur ce qui est réaliste ou pas réaliste. Ce que je sais, c'est que eux, ils se contredisent en fonction de leur intérêt. Ça se comprend parce qu'ils assument ça aussi. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'ils ont dit qu'il pourrait y avoir glissement, mais il faut que ça soit négocié. Négocié comment? Quand Baouri est arrivé Premier ministre, pas que en ce moment-là, ils nous ont dit qu'ils ont demandé à ce qu'il y ait un gouvernement de large ouverture. Ils n'ont pas réussi, le gouvernement de large ouverture. Parce que s'ils étaient dans le gouvernement, ils ne seraient pas en train de dire aujourd'hui la fin de la transition. Et tu sais, j'ai eu une confidence hier sur la constitution, sur la composition du gouvernement. Baouri, avec toutes les instances, on lui a dit, contente-toi de ta primature. Ah, oui.
en insistant pour avoir tel ministre et tout, on lui a dit non, contente-toi de la primature. Et d'ailleurs, dès qu'il est arrivé, alors que le gouvernement était déjà plus ou moins composé. C'est ce qu'on a compris avec le statut qui a été publié, même si j'apprenais hier que finalement Mamadi Doumbouya n'est pas le seul qui décide et que le fait que le gouvernement ait pris 2 semaines et un peu plus dans sa composition, c'était que le CNRD ne se comprenait pas et qu'aujourd'hui le CNRD devient plus fort que Mamadi Doumbouya qui a du mal à faire passer ses propres décisions. Ça aussi j'apprenais ça hier. Mais revenons sur ces acteurs politiques, je pense qu'ils menacent... Faut pas croire ça. Vous savez, oui. C'est cet homme-là qui décide. Non, je pense que Doumbouya décide. Sur un certain nombre de choses, je pense que il décide. Mais sur certains paramètres, je pense qu'il ne décide pas. En fait. J'en ai eu la preuve avec les médias. Avec les médias, c'est le président Doumbouya qui décide. D'accord. Je ne peux pas contester vos preuves. Je ne les connais pas. Mais ces acteurs politiques, je reviens donc à eux. Eux qui demandent aujourd'hui, qui menacent. J'ai l'impression que, vous savez, ils sont tellement habitués à ne pas faire grand-chose ces derniers temps que finalement, il faut qu'ils se fassent entendre. Il faut créer le débat public. Et le débat public, c'est aller sur quelque chose qui pourrait être légitime. La fin de la transition en 2024. Les grandes gueules. Parce que c'est sur ça que les autres se sont engagés. Mais aujourd'hui, Tamba, aucun acteur politique ne voudrait la fin de la transition en 2024. Ça va vous étonner. Mais ils sont tous d'accord qu'il peut y avoir glissement. Il peut y avoir glissement parce qu'ils sont tous d'accord qu'on ne peut pas organiser des élections. Les élections, on ne peut pas mettre fin à la transition dans cette année. Mais les discours officiels pourraient être la fin de la transition, on va mettre la pression que ce soit ça. Mais ils sont tous d'accord, je vous dis, que ce soit l'ANAT. Peut-être les seuls que je n'ai pas écoutés sur ce sujet, c'est les gars du RPG Arc-en-Ciel. Et ils ont dit, il vous reste 9 mois après, vous nous rendez le pouvoir. Mais ça se comprend aussi. Mais tous les autres, il n'y a pas où on n'a pas dit, où on ne dit pas, il pourrait y avoir glissement, mais il faut qu'on négocie, il faut qu'on se mette d'accord sur les modalités. Il y en a même qui nous disaient, on avait dit, ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils n'ont pas eu la volonté de rendre le pouvoir en fin 2024. Donc aujourd'hui, il est quand même impossible. Donc c'est pas du tout réaliste de dire aujourd'hui la fin de la transition en 2024. Il faut être réaliste. Ça ne peut pas finir en 2024. La constitution qu'on est en train de nous vendre, on a dit le premier trimestre, dans 10 jours, le premier trimestre va finir. On n'a pas de constitution. Peut-être dans le deuxième trimestre, si on a la constitution en 2024, ça sera dans le retour à l'ordre constitutionnel. Je vais dire ça, on va encore dire que je suis pro-CNRD, mais même 2025, c'est pas possible. Je voulais en venir. Ce que je vois venir là, ils vont pas lâcher l'affaire même en 2025. Si on a cette constitution... Non, mais attends, Gadia, je peux ne pas le dire. Je l'ai dit par le temps, mais il y a une volonté de traîner. Que ça soit pro-CNRD, je suis réaliste dans ce que je vois. Que l'on soit traité de pro-CNRD ou pas, la réalité, c'est ce qui est en train de se passer. Vous savez, en politique, il faut être objectif, il faut être réaliste, il faut constater. Et à partir de là, vous tirez les conclusions. Parce qu'il faut anticiper pour ne pas subir. Ceux qui pensent ils peuvent mettre la pression pour qu'il y ait fin de la transition à partir de 2024, je pense qu'ils ne sont pas du tout réalistes. Et ça va être très difficile. Je vous dis, si on a cette constitution, ça serait très bien. Mais en 2025, si on a les 2 autres élections en 2025, ce qui voudrait dire que c'est fin 2025 qu'on fera la fin, qu'il y aura la fin. Je n'y crois pas personnellement, parce que c'est 2 scénarios rapidement. Je termine là-dessus. Soit on traîne la présidentielle jusqu'en début 2026, donc comme on m'a dit, il rend le pouvoir en 2026. Sinon, ça revient au scénario que j'ai décrit ici la dernière fois. Il faut constater le fait que ça s'est passé ailleurs, au Tchad, au Mali, dans les autres pays, et rien n'exclut que Mamadi puisse se présenter comme candidat. Il organise rapidement les élections et il devient lui-même candidat. L'un dans l'autre, 2026, le CNRD au pouvoir, ça ne m'étonnerait pas. L'un dans l'autre, aucun étonnement, et c'est encore le lieu de le dire, Djiba Milimouno. Il y a des indices, même si on n'a pas tous les éléments, il y a quand même des indices qui font craindre une volonté de maintien prolongé. Je pense qu'on a dépassé cette étape. Il n'y a plus de volonté, elle est manifeste. Depuis le départ, c'est que les gens ont refusé de voir la réalité en face. J'ai envie de dire ce matin, c'est bien fait pour ces partis politiques qui ont participé à ce dialogue. Moi, je l'avais dit quand on a annoncé les 10 points, j'ai dit, mais vous ne pouvez pas annoncer des activités sans impliquer... Sans en avoir discuté. Sans en avoir discuté. Les gens ont dit, non, ils sont de bonne volonté. Je l'avais dit dès au départ, ils ont fixé le cap. On fixe le cap, on vous oblige à suivre le cap. Au moment où vous cherchez à réfléchir, on crée notre problème. Nous sommes dans une manœuvre dilatoire. C'est fait à dessein, c'est pour gagner du temps. Tout ce qu'on fait actuellement, c'est pour gagner du temps. Le Premier ministre a été clair, Baouli. Vous l'avez écouté sur RFI. Lui-même, il a laissé entendre que 2025, on lui dit, est-ce que c'est possible d'aller à la fin de la transition en 2024? Tu as vu le RGPH 4? Je vais venir tout de suite sur ça. Voilà. J'ai les pourcentages avec moi des activités. Il a clairement dit 2025, et ça aussi, si Dieu le veut bien.
Nous sommes dans une dynamique de 2026. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des sources quand même qui disent que le CNR avait commencé à démarcher auprès de la France, aussi de certaines institutions internationales, pour voir des pays amis, pour voir est-ce qu'il y a un rallonge possible vers 2026. Parce que le président aujourd'hui, il est face à deux choses. Il y a un ballon d'essai qui est là. Est-ce que je peux rester au pouvoir? On étudie ça. Est-ce que je peux avoir un autre candidat? Et comme on dit, un chasseur qui guette ne tousse pas. Vous ne pouvez pas dire c'est tel, c'est tel, c'est tel. Il est en train d'observer. Parce que n'oubliez pas que sous la transition, le président a besoin d'avoir un homme de confiance au pouvoir pour une couverture et possiblement revenir un jour. Donc il est aujourd'hui dans une telle situation. Ça fait que ceux qui ont participé à ce dialogue, à ce monologue, parce que pour moi c'était pas un dialogue, hein, c'était un monologue, et aujourd'hui ils ont légitimé ce qui est en train de se passer. On est face à un jeu de dupes. Vous ne pouvez pas dialoguer. Le RPG, oui, 10 années au pouvoir. Mais Tamba, sur la base des résultats que nous avons connus ces 10 dernières années, vous ne pouvez pas dialoguer sans le RPG. Vous ne pouvez pas dialoguer sans le FDG. Vous ne pouvez pas dialoguer sans l'UFR. Les grands cœurs. Parce qu'ils ont parlé d'inclusivité. Bon, l'UFR sont avec son gros représentant. Non, c'est un parti. Non, c'est un parti. C'est un parti qui a une histoire. Qui a une histoire. Ça, c'est important. Qui est plus glorieux de son histoire que de son actualité. Qui a une histoire. Mais comme on dit, demain se prépare au Gilles grâce aux leçons tirées d'hier. Donc l'histoire est toujours importante. Vous ne pouvez pas dialoguer sans ce parti. Certes pas on en parlait. Électoral. Un morceau politique. C'est très important. C'est très important. Il y a aujourd'hui Sidia, tu ne peux pas le nier. Et Tamba. Si Sidia tous à Abidjan, tu sais bien qu'on n'achètera plus d'îles là-bas, on n'achètera plus de maisons à l'appel. Tu le sais très bien. Ils ont parlé d'inclusivité. L'inclusivité, ils ont parlé d'inclusivité. Et l'inclusivité ne veut pas dire inviter tout le monde. C'est-à-dire que même un parti, parce qu'un parti politique, l'essence d'un parti politique, ce sont ses militants d'abord. Si vous n'avez pas de militants, vous n'êtes pas un parti politique. Sur papier, vous l'êtes. Mais vous n'êtes pas un parti politique. Quand même tout le monde. Non, l'inclusivité pour moi. C'est la nécité que chacun se sente représenté. Mais pour moi aujourd'hui, sur le dialogue, je parle du dialogue là. Sur le dialogue, l'inclusivité c'est quoi? Vous dites, dans certains pays, comment ça se fait? On regarde les résultats des élections. On regarde l'Assemblée. On dit quels sont les partis politiques les mieux représentés au niveau de l'Assemblée. Quels sont les partis politiques les mieux représentés au sein des collectivités? Quel est le parti, lorsqu'on regarde la présidentielle, qui est arrivé en tête et celui qui vient après et celui qui vient en troisième position? Donc c'est sur la base de ces résultats-là, la majorité à l'Assemblée, on suppose que si vous avez une majorité, ça veut dire que beaucoup de populations se recommandent en vous. Donc si vous êtes au dialogue, vous représentez une bonne partie de la population. C'est sur cette base qu'on faisait les choix. Dans certains pays, où on évite d'inviter tout le monde. Parce que si on invite tout le monde, c'est une foire. On aurait pu tenir compte de ces critères. Parce qu'un dialogue, c'est d'abord, vous établissez les critères. Vous dites, on veut dialoguer. Mais qui doit venir? Il faut tenir compte un peu de ceux qui ont une assise populaire. Parce que ceux-là, il y a une bonne partie de la population qui est derrière, qui se recommande. Mais on a faussé les choses dès au départ. N'oubliez pas aussi, il y a une autre chose. On a dit 2024, on va aller au référendum constitutionnel. Dans 10 jours, on est en avril là. La constitution n'est pas encore disponible. Parce que d'abord, ce qu'il faut faire, c'est que c'est l'avant-projet qu'il faut présenter. Et elle ne sera pas disponible avant 3 mois. Avant 3 mois. Et il faut vulgariser le temps que ça va prendre pour que les acteurs donnent leur avis sur le contenu. Et on va envoyer pour une seconde lecture. Et ça aussi, ça va prendre du temps. Et quand on aura la constitution, on ne peut pas aller au référendum sans le fichier. Je pense que c'est le seul acte électoral que nous aurons cette année. Justement. Et on ne peut pas aller au référendum constitutionnel sans le fichier. Pour qu'on ait le fichier, il faut que le RAVEC soit bouclé en bas. Donc aujourd'hui, avec des lois électorales qui sont prévues d'être revisitées. Justement, et il y a deux choses qui sont distinctes. Il y a la loi électorale et il y a le code. En effet. Voilà, donc il faut que les deux aussi soient prêts. Bon. Il faut qu'il y ait une conformité. Le code, une conformité. Le gros assemblage. Justement, il faut qu'il y ait une conformité entre la Constitution. On ne parlera pas de révision, tu me permets, on ne parlera pas de révision cette fois-ci du code électoral. Il faudra carrément un nouveau code électoral. L'élaborer, quoi. Parce que de ce que je sais de la première mouture de la nouvelle constitution, elle va refondre mais complètement même la nature du régime. Et tout la nature des parlements et tout. Et donc,
tu ne parleras même pas d'une simple révision du code électoral. Or, il faut d'abord que le texte lui-même quitte l'Assemblée, qu'il parte au niveau de l'exécutif. Une fois que c'est validé, ils vont ramener le projet au niveau de l'Assemblée. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on peut, parce que la loi électorale, si vous voulez, le code électoral est une déclinaison de la Constitution. C'est ça. Donc, je suis d'accord avec toi, on est encore, à quelques mois encore. Justement, on est encore à quelques mois j'ose croire 2024. Mais ça risque d'aller en 2025, hein, ce référendum constitutionnel en bas. Parce que c'est impossible. C'est fort possible. C'est fort possible. Justement, moi je ne pense pas... Je pense que c'est du réalisme. C'est du réalisme. Je ne pense pas, avec ce qu'on a en face, les 10 activités, et certaines activités pour moi, qui sont des activités importantes, je ne pense pas à cette allure-là qu'on peut aller au référendum constitutionnel en 2024. C'est impossible parce que c'est malheureux de le dire ainsi, c'est dommage de le dire ainsi. C'est même douloureux. C'est douloureux de le dire ainsi, mais vous avez le fichier qui n'est pas encore prêt. Et donc, en tout cas, il y a des activités, il y a une concomitance en certaines activités. Et je finis par le recensement général. Lorsque vous voulez rattraper le temps perdu, il y a des activités, par exemple, vous pouvez vous passer. Par exemple, le recensement général, on peut dire... on se passe du recensement général qui n'est pas forcément... C'est-à-dire qu'on ne s'impose pas de l'achever sous la transition. Oui. On peut aller par exemple... Parce qu'il lui aussi a évolué. Hein. Il a évolué. Mais c'est ce qui est dit. Hein. Oui, mais sauf que... Le RGPH ne compte pas. Et tu y crois? Bon, je prends le discours officiel. Mais pourquoi l'a-t-on inscrit alors dans le calendrier de la transition? Parce qu'on l'a inscrit. On l'a inscrit. Et on a tout fait, on a dénoncé cela. Et j'estime que, évidemment, on ne va pas... prendre ça comme une condition sine qua non pour la sortie pour sortir de la transition. Ça me surprendrait. Sauf si, bien entendu, on veut retarder les choses. Jacques, ça me surprendrait que le CNRD fasse ce travail jusqu'à 60-80% et ne se dise pas bien, écoutez, que l'on achève et qu'on le rende, qu'on le revendique comme étant un produit de notre passage à la tête de l'État guinéen. Donc comme un laurier politique, je me pose bien la question. Il y a même un risque, parce que s'ils ne font pas... ils n'accélèrent pas aussi là-bas aussi les choses, même parce que là-bas quand même ils ont eu le financement, hein, c'est pas l'État guinéen seulement. Et ça travaille là-bas. Il y a des institutions qui participent au financement du RGPH4. Le risque, c'est que si ça ne finit pas à temps, on risque d'avoir le même sort, donc la même situation que celle de 2014. Vous avez vu le recensement de 2014, on a abouti à un résultat qui n'est pas réel. On nous a dit que nous étions un peu plus de 11 millions de Guinéens, alors que déjà les années préalables, les années antérieures, on disait on était à 12 millions. Le recensement terminé, on n'a pas atteint 12 millions. Mais on sait que, évidemment, le recensement n'avait pas été fait. Il était très empreint de politique aussi, le recensement à l'époque. Voilà, ça devait être un argument au service du fichier électoral, parce qu'il y avait cette visée pour 2015. C'est le président lui-même qui a dit. Parce qu'il a dit, je vais faire le recensement pour distribuer les cartes d'identité. Je finis en disant que tout est réuni pour ne pas qu'on aille au référendum constitutionnel en 2024, parce que il faut y aller avec le fichier, et c'est regrettable qu'on en arrive là. Maintenant, sur le recensement général, j'ai dit qu'il y a des activités, dans le discours, ils disent non, ça fait pas partie. Mais dans les faits, on a l'impression qu'on conditionne la fin de la transition au recensement général aussi. Par exemple, sur les phases préparatoires, aujourd'hui on est à 13%. Sur la cartographie censitaire, on est à 23%. Sur le recensement pilote, on a 1,7% à date. Sur le démembrement principal, on est à 45%. Et enquête post-censitaire, 0,5%. Ça veut dire que on n'avance pas assez. On n'avance pas assez. Et au niveau du RAVEC... si tu expliques ça comme ça, c'est comme si toutes ces étapes-là avaient déjà démarré. Oui, il y a des activités... Non, au fait... Pour aller au recensement pilote, il faut terminer la cartographie censitaire. Et la cartographie censitaire n'a pas réellement démarré. Oui, ça n'a pas démarré. Ils ont voulu faire une mise en parallèle. C'est-à-dire, ils se sont dit, il y a des activités qui peuvent aller ensemble. Donc, on le fait pour avancer. Mais sauf qu'à ce niveau aussi, il y a un véritable problème qui se pose. Moi, ce que je dis aujourd'hui, à l'allure où vont les choses, ça a été fait dès au départ. On voulait qu'on perde du temps. Ça a été fait à dessein parce que tout simplement on avait un agenda caché qui est différent de l'agenda du peuple de Guinée et qui est différent aussi de l'agenda de ces acteurs politiques qui veulent aller aux élections rapidement. Je suis d'accord qu'il fallait prendre du temps pour corriger certaines choses, mais attention, une transition, comme son nom l'indique, c'est une phase. On quitte une étape à une autre et on ne s'élargit pas assez parce que plus on reste,
plus il y a d'autres problèmes qui se créent, plus il y a des tensions dans le pays, et c'est qu'il fallait éviter. Mais malheureusement, il donne raison à ceux dès au départ qui avaient dit, nous doutons de la bonne foi, de la volonté politique de ces gens-là, aller rapidement à la fin de cette transition. C'est arrivé. Et le gisement de fer aussi, n'oubliez pas, hein, Simandou. Simandou, vous voyez bien. Justement, Simandou. Qui doit démarrer 2025. 2025. Simandou. Les gens sont en train d'aller vers la question politique. Oui. Mais c'est Simandou qui est l'élément. Je l'avais dit il y a quelque temps. Il y a forcément des garanties qui se donnent à la fois aux partenaires qui apportent leur argent sur la suite de leurs investissements. Et il y a cette volonté acharnée du politique de revendiquer un certain nombre d'ouvrages. Le Simandou, le chemin de fer. Exactement. C'est 160 millions de tonnes produits dès les premières années. Et ça, c'est un héritage. On veut hériter de ça. Et on veut que les choses soient lancées pendant qu'on est là. Parce qu'il y a des dividendes, il y a tout ça. Et effectivement, aussi, on peut revendiquer être celui-là qui a quand même ouvert la voie à tout ça. Simandou, je pense que c'est un autre élément aussi qui pourrait justifier un peu ce retard de la transition. Qui va compter, même si à l'UFR, bon, là-bas, on se plaint tout le temps. Bon, on va marquer cette pause et on va se retrouver dans 10 minutes. Dans 10 minutes, après cette plage publicitaire. On se retrouve derrière, continuez à réagir. Nous reviendrons dès la deuxième partie. Nous ouvrons avec ce dossier de Kindia que nous avons évoqué c'était qu'hier justement, qui implique des habitants, mais aussi le groupement l'Abbé Sangny. On revient donc avec eux, puis on ira à Gawa-la-Kakoni, où le maire est à Maï à partir avec les jeunes de la société civile. On en parle et c'est dans les grandes gueules, c'est tout à l'heure.